intervenir maintenant sur les migrations internationales et la santé, ou la santé et les migrations internationales. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par féliciter les organisateurs de ce colloque pour l'excellente organisation de cette très belle manifestation. Non, plus sérieusement, remercier la Société française pour le droit international qui nous a fait confiance pour organiser ce colloque et saisir l'occasion qui m'est donnée ici de vous remercier toutes et tous d'être venus nombreux et de nous avoir fait confiance à votre tour en assistant, en participant à ce colloque. Santé et migration internationale, si l'on s'en tient à la définition qu'on retient communément des migrations, celle que donne généralement l'ONU, et qu'on se limite uniquement donc aux personnes qui vont s'installer à l'étranger pour un séjour de 3 mois ou plus, eh bien cette migration, ce phénomène migratoire concerne aujourd'hui 250 millions de personnes qui n'étaient que 74 millions en 1960. C'est dire si le mouvement migratoire, c'est dire si ce phénomène a une ampleur qui ne se dément pas et qui plus est, qui est destiné, selon toutes les études et selon toutes les statistiques, à s'accentuer au fur et à mesure des années. Et la migration, finalement, a, avec la santé, un point commun, c'est que les deux sont précisément des mouvements. Ce sont des états qui évoluent. La santé peut s'améliorer comme elle peut se détériorer, sans parfois que l'on sache exactement pourquoi, sans que l'on sache toujours quel est précisément l'élément déclencheur. On peut subir la migration comme évidemment on peut subir un état de mauvaise santé. On estime ainsi aujourd'hui à environ 65 millions de personnes qui sont forcées de quitter leur pays dans des conditions de trajet et de séjour qui sont bien souvent favorables à la contraction d'un certain nombre de maladies, que ce soit pendant leur parcours ou que ce soit dans l'arrivée, dans l'état d'accueil, avec notamment la contraction de la tuberculose, qui est l'une des maladies souvent associées à la migration, ou bien, on l'entend aussi souvent, aux troubles psychiques, au stress post-traumatique notamment. Ces deux dynamiques, santé et migration, ont donc partie liée, et elles se croisent notamment lorsqu'on y introduit précisément un point statique, un point de contrôle. Et en tant qu'internationaliste, le point d'arrêt, le point de contrôle que j'ai choisi, c'est celui de la frontière. C'est bien souvent à la frontière que la question de la migration et de la santé va pouvoir se croiser. C'est à ce moment-là que l'état de santé du migrant va pouvoir être testé, va pouvoir être vérifié. C'est à ce moment-là que l'État va pouvoir s'assurer que la personne qui migre sur son territoire n'est pas porteuse d'un certain nombre de maladies qu'il pourrait juger, à tort ou à raison, on va y revenir, dangereuses pour sa propre population. En 1908, et je remercie Hélène de Potter d'avoir attiré mon attention sur cette citation, en 1908, Siméon Flessière, que vous ne connaissez probablement pas, il était maire de Marseille. Il était maire de Marseille et il était aussi médecin. Et Siméon Flessière disait donc au début du XXe siècle, faire face à l'arrivée sur les quais de son grand port, on est à Marseille, le port ne pouvait être que grand, de 3000 Arméniens qui assurent qu'ils ont tout à redouter des Turcs. Ce ne sont pourtant pas 3000 personnes victimes d'un génocide que voit arriver M. Flessière aux portes de sa ville. Non, c'est, je cite, de lamentables troupeaux humains, gros danger public pour le pays tout entier, car porteurs de la variole, du typhus et de la peste. Il en appelle alors, ce maire socialiste, soit dit en passant, mais ça ne nous étonne plus, il en appelle alors, pour sauvegarder la santé publique, à la fermeture de la frontière pour ces migrants. Il invite la France à refuser ces migrants, à les renvoyer donc en territoire turc où ils savaient très bien le sort qui les attendait.
On aurait tort de croire, à vrai dire, que ce type de discours a tout à fait disparu. Certes, il a mauvaise presse. Il y a quelques mois, David Rachilin, sénateur Front National, associait dans un discours au Sénat migration et danger pour la santé publique, ce qui a provoqué, selon les comptes rendus du débat, de l'agitation sur les bancs du Sénat. C'est dire si le discours a mauvaise presse. Pourtant, dès que survient une crise sanitaire, le discours retrouve droit de cité, le discours redevient public, et les réactions étatiques lors d'épidémies de Ebola, H5N1, SRAS en sont la meilleure preuve. À ce moment-là, on retrouve ce type précisément de discours. En toute hypothèse, la délivrance d'un visa, et notamment d'un visa de long séjour, si on s'intéresse au droit français, suppose une visite médicale. La frontière, autrement dit, lorsqu'elle est sanitaire, peut ainsi exclure. Sa fonction peut être d'exclure. Mais la frontière peut aussi protéger. Lorsqu'elle est franchie, cette frontière, que ce soit de manière régulière ou non, elle offre aux migrants la protection de l'État. Le droit international ne s'oppose guère, je vais y revenir, Hélène en a dit un mot tout à l'heure, ne s'oppose guère à l'interdiction d'entrer sur le territoire étatique pour des motifs sanitaires. Mais par contre, il offre à celui ou celle qui est parvenu à entrer sur le territoire certains droits, et parmi ces droits figure le droit à la santé. Et cette protection peut aller également, sur le fondement du droit international, jusqu'à permettre à l'étranger d'obtenir un titre de séjour. Qu'elle exclut ou qu'elle protège, la frontière révèle en tout état de cause, et c'est ce qui nous intéresse au premier titre aujourd'hui, le rôle du droit international en la matière. Un droit qui garantit surtout la santé comme droit de l'homme et qui atténue un peu la tentation étatique, toujours latente, d'ériger ses frontières en frontières sanitaires. Le premier point, donc, le premier rôle que joue le droit international, c'est la santé, bien sûr, comme droit du migrant. On doit permettre à ceux qui passent de séjourner quelque temps pour leur santé. C'est une citation de Grotius, précisée par Vatel. On ne peut pas, sans quelques raisons particulières et pressantes, refuser le séjour à un étranger que l'espérance de recouvrer la santé attire dans le pays. Ces devoirs d'humanité, comme ils sont qualifiés à l'époque, sont aujourd'hui passés dans le droit positif. La santé est un droit du migrant qui peut aller, je l'annonçais, jusqu'à conférer un titre de séjour. Sans revenir, ce qui a été évoqué infiniment mieux que moi par Stéphanie Dagron hier, il est difficile de ne pas évoquer la question de la santé en tant que droit de l'homme lorsqu'on aborde la question des migrations. D'une part, bien sûr, parce qu'elle est protégée par l'article 12.1 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, c'est le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu'il est capable d'atteindre. Qui plus est, ce droit à la santé s'accompagne d'un certain nombre de conditions de vie qui sont un préalable au respect de cet article. C'est ce que précisait notamment le comité dans son commentaire numéro 14. Parmi ces préalables, l'accès à l'eau potable, à la nourriture saine ou encore à un hébergement. Ce sont, je le disais, c'était des devoirs d'humanité qui sont passés aujourd'hui dans le droit positif. Le 31 juillet 2017, le Conseil d'État a estimé manifestement insuffisante, au regard notamment des obligations internationales de la France, la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants établis à Calais, en ce qui concerne notamment leur hygiène, leur accès à l'eau et à l'alimentation. D'autre part, et c'est le second aspect important de la santé comme droit de l'homme lorsqu'on évoque la question des migrations, les migrants se trouvent bien souvent dans une situation spécifique par rapport à la population de l'État où ils ont immigré. Et ils sont dans une situation différente et dans une situation précaire. Ils sont, comme le résume le Comité consultatif national d'éthique dans son avis 127 qui est tout à fait récent, ils sont à la fois vulnérables et invisibles. Ils occupent ce qu'on appelle les emplois 3D, dégoûtants, dégradants, dangereux. Ils sont souvent oubliés des politiques de santé et leur accès aux soins, quand bien même il est garanti, je viens de le dire,
les souvent selon des modalités extrêmement diverses. Si vous prenez les législations de santé publique à l'échelle de l'UE, vous voyez des modalités d'accès aux soins qui sont extrêmement différentes, avec parfois des conditions de ressources, parfois de la gratuité, enfin c'est très divers. Et il y a un manque d'information, un manque de formation du personnel médical, une différence de culture qui est à prendre en compte également. Et sur ce point, les normes internationales sont bien moins nombreuses. Ce sont les incitations plutôt que les obligations qui sont la règle. On a eu un peu ce débat hier sur le type de normes qui étaient en vigueur en droit international de la santé. Et bien ici, ce sont surtout des incitations, et notamment la résolution 61-17 de 2008 de l'Assemblée mondiale de la santé qui invite les États à promouvoir des politiques de santé migrant sensitive grâce notamment à un meilleur accès à l'information, un meilleur accès aux soins, une meilleure formation des personnels pour les sensibiliser à la spécificité de la situation des migrants. Il ne faut pas oublier non plus, même si on pourrait avoir tendance à le passer sous silence, que des craintes de persécution fondées sur des motifs de santé, certes un petit peu spécifiques, peuvent être un motif de protection internationale ouvrant droit à un titre de séjour. La France accorde traditionnellement, sur le fondement de la Convention de Genève de 1951, le statut de réfugié aux femmes craignant cette terrible atteinte à leur intégrité physique qu'est l'excision. Le droit européen aussi, puisque récemment la Cour de justice de l'Union européenne, c'est un arrêt du 24 avril dernier, c'est tout récent, a estimé que le refus intentionnel de prodiguer des soins de santé dans l'état d'origine d'un demandeur d'asile est constitutif d'un traitement inhumain et dégradant, justifiant une protection subsidiaire en l'espèce. Dans toutes ces hypothèses que je viens d'évoquer, cependant, le migrant n'est protégé que dès lors qu'il se trouve sous la juridiction de l'État, que dès lors qu'il est sur le territoire de l'État, qu'il est parvenu à y entrer. Or, comme je l'annonçais, la santé peut également être un motif pour priver le migrant de la possibilité de franchir la frontière étatique. La santé est cette fois un obstacle à la migration. La protection de la santé publique peut en effet être invoquée par un État à plusieurs étapes du parcours migratoire, sans violer le droit international, qui au contraire tente à protéger la souveraineté de l'État en la matière. C'est d'abord la conséquence logique, le réflexe normal de la souveraineté territoriale de l'État, puisque l'État peut imposer à ceux qui entendent franchir ses frontières de ne pas être atteints d'un certain nombre de maladies. Et de nombreux États interdisent de fait l'entrée sur leur territoire aux porteurs de certaines pathologies qu'ils estiment dangereuses pour leur propre population. L'un des exemples les plus connus, on en a déjà parlé un petit peu à ce titre, c'est le VIH. La Russie, les Émirats arabes unis ou encore l'Iran interdisent l'entrée sur leur territoire des personnes séropositives et ou les expulsent lorsque cet état est découvert. En témoignent également les réactions des États face au SRAS, au H5N1 ou encore à Ebola. Nombreux sont ceux, en effet, Hélène l'a évoqué rapidement tout à l'heure, je vais insister sur un aspect un petit peu plus négatif peut-être de la chose, mais de nombreux États ont mis en place des restrictions de circulation, des interdictions d'entrée sur leur territoire pour les personnes en provenance de zones particulièrement touchés par la maladie. Ce fut le cas notamment de l'Australie, du Canada. Certains États, comme la Côte d'Ivoire, sont même allés jusqu'à fermer totalement leurs frontières. Alors, le droit international n'est pas absent de ces questions-là. D'une part parce que, d'abord, c'est lui qui protège la souveraineté territoriale, c'est lui qui protège le droit de l'État de poser ces restrictions, mais aussi, sous un autre aspect, parce qu'il tente de restreindre un petit peu cette souveraineté, notamment par le règlement sanitaire international, qui est présenté, je veux y insister pour montrer, parce que j'ai une vision un petit peu plus négative que celle que tu as présentée, Hélène, qui est présenté comme un régime juridique international sans précédent dans l'histoire des relations entre droit international et santé publique, destiné à devenir la pièce maîtresse de la gouvernance internationale en la matière, qui met en place donc un vaste système, un vaste mécanisme pour prévenir la propagation internationale de maladies, s'en protéger, les maîtriser et réagir par une action de santé proportionnée et limitée,
dans le but de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la circulation et au commerce international. Et il y a ce système qui a été rappelé tout à l'heure d'urgence de santé publique qui oblige les États donc à passer par l'OMS pour réagir en cas de pandémie, enfin en cas d'urgence de santé publique en tout cas. Mais dans les cas mentionnés, dans le cas notamment d'Ebola, les États ont adopté des mesures de restriction de circulation de manière tout à fait unilatérale, en violation complète de leurs obligations internationales, en violation des recommandations de l'OMS. Et plusieurs auteurs dénoncent d'ailleurs une épidémie de violation des obligations internationales et d'autres la tendance générale des États à utiliser des outils du XIVe siècle, c'est-à-dire quarantaine, interdiction d'accès au territoire ou isolement, pour faire face à des situations du XXIe siècle. Ici, l'action internationale se montre, là encore, plus souvent efficace lorsqu'elle est incitative plutôt que contraignante. Si je reprends l'exemple des restrictions de circulation qui étaient opposées aux porteurs du sida, ce ne sont pas tant les normes internationales véritablement contraignantes que des incitations politiques qui ont permis de lever un certain nombre de ces restrictions. En 2008, l'ONU-SIDA a convoqué une cellule internationale de réflexion sur les restrictions aux voyages liés au VIH, qui a émis un certain nombre de recommandations, un certain nombre de conclusions, appelant les États à faire cesser ces restrictions qui, au demeurant, sont absolument inefficaces parce qu'elles obligent les personnes à cacher leur maladie et à ne pas aller voir un médecin si elles parviennent à entrer sur le territoire, ce qui évidemment est bien pire pour la santé publique. Mais en tous les cas, c'est la création de ce comité en 2008 qui a notamment conduit les États-Unis à supprimer cette restriction en 2010. Mais 2010, c'est tout de même extrêmement récent. Le droit des États à la protection de leur santé publique connaît ainsi assez peu de limites juridiques internationales tant que les migrants ne séjournent pas sur son territoire. Lorsque tel est le cas, les instruments en matière de droits de l'homme s'appliquent et c'est alors la première problématique que l'on retrouve. J'en veux pour preuve en 2011 l'arrêt de la Cour EDH Kiyutin contre Russie, condamnant la Russie pour l'expulsion de personnes séropositives, expulsion jugée contraire à l'article 8, lu à la lumière de l'article 14. Pour terminer, dans sa leçon inaugurale qui a été prononcée il y a un mois à peu près, de la chaire Migration et Société du Collège de France, François Héran souligne qu'en matière de migration, l'impératif kantien de respect primordial de la dignité humaine est souvent opposé à la balance benthamienne des coûts et des avantages. Aux belles âmes kantiennes s'opposeraient les calculateurs benthamiens, les premiers militants pour un accueil qui s'imposerait en toute hypothèse, quand les seconds seraient soucieux de toujours permettre un accueil, mais à la mesure, et à la mesure seulement, des coûts que cela peut avoir pour les autochtones. Confrontée à celle de la santé, la question des migrations invite, je crois, à relativiser ce dualisme, à tout le moins à en montrer les limites. L'état actuel du droit international opère en vérité en la matière, et pour reprendre la terminologie de François Héran, en espérant qu'il ne soit pas trop tard et que l'heure de la digestion ne soit pas trop avancée pour cette citation, François Héran dit qu'il faut opérer un déplacement des curseurs benthamiens tout en fixant des cliquets kantiens. L'État demeure assez largement souverain en matière de santé publique qui lui permettent d'exclure de son territoire les mouvements migratoires qu'il considère, d'un point de vue sanitaire, à tort ou à raison, comme dangereux, tout en étant juridiquement contraint de préserver, par le droit à la santé notamment, la dignité de ceux qui ont migré sur son territoire et y séjournent. Mais la pratique des États demeure pour sa part, mais qui s'en étonnerait, largement benthamienne. On a vu ainsi, il y a quelques jours, avec quel empressement la France a régularisé et honoré Mamadou Gassama, ressortissant malien dépourvu de titre de séjour, pour avoir sauvé un enfant en escaladant en quelques secondes un immeuble à main nue. Les migrants en bonne santé et qui le font savoir, fût-ce innocemment, sont les bienvenus. Je vous remercie.